Alors, cette démocratie imparfaite dont nous parlait Henri n'a pas manqué de subir les critiques de Platon et d'Aristote, premiers philosophes. On retrouve dans leurs écrits d'ailleurs la République et le politique de Platon, et puis la politique d'Aristote. Alors plutôt que d'analyser les textes, peut-être faut-il revenir à ceux qui peuvent être leurs postulats de départ. Alors prenons Platon. Platon qui a été choqué bien sûr par le procès intenté à Socrate et la fin de Socrate. La question qu'il posait était par quel vice interne la démocratie peut légalement assassiner un vrai philosophe, un pur philosophe. Alors pour Platon, l'homme est tripartite, c'est-à-dire qu'il y a une partie qu'il appellera domestique, animale, faite de désirs et autres, et puis il y a le cœur, et enfin la tête. Et ce qui correspond à ces trois parties sont les dominantes que l'on retrouve. Eh bien, pour la partie domestique, on retrouve, ça c'est chez les artisans, les commerçants, les paysans. Le cœur, c'est le courage, la bravoure, l'honneur, on retrouve ça chez les guerriers. Et enfin, la tête, le savoir, l'intelligence, chez le philosophe. À ces trois classes de la société, l'homme tripartite, correspondent des séparations de rôles, et ces séparations de rôles nous entraînent à une hiérarchie des classes sociales. Ainsi, le peuple est soumis à des opinions, des illusions, et s'éloigne un peu plus de la raison. Les guerriers, certes, recherchent de la gloire, mais de l'honneur, ils font preuve de bravoure, ils sont valeureux. Mais par contre, c'est leur force physique qu'ils mettent en avant. Donc, c'est le philosophe qui a un rapport intime avec le savoir. C'est lui qui a l'idée vraie, l'idée du vrai, l'idée du juste, l'idée du bien. Et une société juste, mais chacun à sa place, en sachant que le savoir et la raison doivent dominer. Et c'est pour cela que le philosophe doit être le gouvernant de la cité. La démocratie ne représente pas le peuple. Alors il fait quand même plusieurs remarques. Platon, qu'il est bon de signaler, il dit que la liberté peut conduire à un renversement de l'ordre moral. Avec cette quête insatiable du plaisir, on s'éloigne beaucoup des vertus théologales et cardinales à l'époque. Il condamne aussi les propos de Périclès. Certes, Périclès est fier de l'école et de l'exemple donné pour toute la Grèce. Et aussi, il regrette qu'un salaire soit donné à tous ceux qui occupent des fonctions publiques. Voilà en ce qui concerne Platon. En ce qui concerne Aristote, lui, il met en avant l'universalité de la rationalité. Il dit « Tout le monde est dépourvu de raison, même les barbares. L'homme est un animal rationnel. » Mais en même temps, il y a un défaut dans la cuirasse, c'est que l'homme est un être faible quand il est seul, et il a besoin d'appartenir à une communauté politique. Pour lui, la société est divisée en deux, il y a les riches, il y a les pauvres, mais ils ont la même faculté de raisonner. Alors, comment faire? Ben, c'est très simple. On additionne les rationalités pour avoir une rationalité collective, une super-rationalité qui ressemble un peu à ce qui est à la mode en ce moment, c'est ce que l'on appelle l'intelligence collective. Et comme nombreux et plus nombreux sont les pauvres, eh bien, ce sont donc les pauvres qui doivent gouverner. Égalité de droits politiques, et ce sera, d'après Aristote, le gouvernement de chacun par tous et de tous par chacun, à tour de rôle. Évidemment, comme disait Henri, toujours les esclaves, les barbares, les femmes, etc., et les enfants sont exclus de ce vote-là. Il met en avant aussi deux dérives à la démocratie. D'abord, ce qu'il appelle la démocratie populaire.
c'est l'accaparation du pouvoir qui va forcément se traduire par une oppression des riches. Et par là même, on s'éloigne de l'intérêt général. Ça, c'est le premier danger. Deuxième danger, que l'on peut retrouver aussi de nos jours, qui est la démagogie. Donner l'illusion au peuple qu'il gouverne, et aux gouvernants, évidemment, de gouverner sous couvert d'une volonté populaire. En conclusion, sur les deux philosophes, comment on pourrait résumer un peu leur façon de penser, c'est que pour Platon, la société doit être élitiste. C'est le philosophe qui doit être le roi, parce qu'il fait preuve de pouvoir et de sagesse. Et en fait, c'est le gouvernement des meilleurs. Pour Aristote, le pouvoir vient d'en bas, il est exercé au nom de tous, et on peut dire que Aristote est le fondateur de l'humanisme politique. Il est intéressant aussi de faire un détour par Rome, par la cité romaine, qui fait aussi un changement profond de gouvernance à peu près à la même époque, mais avec une destination différente. Car en fait, à Rome, le concept de citoyen est différent, parce que la citoyenneté peut être acquise au-delà de la filiation. On peut mener une vie politique si on est fortuné. Les activités politiques, publiques, sont non rémunérées. Donc évidemment, il y a un privilège qui est donné aux plus riches. Et voilà pourquoi il n'y a pas eu de démocratie à Rome, mais plutôt une politique. Alors, Athènes étant un peu la bascule entre l'avant dont nous parlait Henri, et puis pour faire un vol, mais très supersonique, au-dessus des siècles qui vont suivre jusqu'à nos jours, voilà quelques repères succincts. Machiavel, quand il écrit Le Prince, eh bien, il désacralise le pouvoir politique, et parce qu'il détermine le fait que la loi sociale ne vient plus de Dieu. Montesquieu, qui, influencé par ce dont nous parlait Henri, mais aussi surtout par Locke, qui avait séparé le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, ajoute un troisième pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, qui sera séparé à son tour. La BCIS, qui est pour un gouvernement représentatif, mais, dit-il, les élections requièrent certaines, pour les élus, certaines compétences techniques. Et il avoue humblement que tout le monde n'est pas capable, justement, d'avoir les Lumières, même si la démocratie est l'héritière des Lumières. Il y a aussi l'immanquable et l'incontournable Rousseau, avec son contrat social. Et la souveraineté, d'après lui, ne peut être représentée. Donc il est plutôt pour la démocratie directe. En fait, il reproche aussi quand même un peu à Aristote le fait que, malgré ses avancées et sa critique intéressante et éclairée, il ait quelque part validé l'esclavage. Et c'était dans un autre temps. Ensuite, et date aussi très importante, et je reviens à la bataille de Gettysburg, la déclaration, suite à ça, la déclaration d'indépendance américaine, inspirée des idéaux de Lumière, avec la mise en avant des droits inaliénables qui sont la vie, la liberté et le bonheur. Nous passerons par Tocqueville aussi, où la démocratie n'est pas forcément une forme de gouvernement, mais forme de société avec la liberté et l'égalité. On retrouve d'ailleurs dans certains États qui ont mis sur leur fronton démocratie et qui ne donnent pas au peuple la liberté et l'égalité qu'il souhaiterait. Et inversement, certains États qui ne sont pas baptisés comme démocratie et où le peuple retrouve une certaine liberté, une certaine égalité entre citoyens. Ensuite, le problème du suffrage universel, qui, selon le régime politique, navigue entre suffrage universel masculin, évidemment, un certain temps, suffrage censitaire indirect. Et il y en a un qui m'a attiré l'attention,
C'est en 1799, par contre, c'est celui qui a prévalu au moment du consulat. Il fallait être sur le sol, sur le territoire depuis plus d'1 an, il fallait avoir plus de 21 ans, mais surtout c'était un suffrage indirect à 3 degrés. Alors, 3 degrés, pourquoi? Parce que de tous les électeurs, on prenait était choisi un dixième de ces électeurs pour avoir une représentation départementale. De ce 1/10, on prenait 1/10 pour avoir une représentation régionale. De ce 1/10 qui restait, on prenait 1/10 pour avoir une représentation gouvernementale. Et à l'issue de tout ce trajet, si vous voulez, qui durait, c'était le Sénat qui choisissait parmi les rescapés, entre guillemets, ceux qui devaient être les élus définitifs. 1848, eh bien, c'est le fameux suffrage universel masculin qui a présidé la Deuxième République, où il faut avoir plus de 21 ans, mais par contre, en sont exclus, toujours, les femmes, les militaires, les détenus, le clergé. Et à ce titre-là, voici, on arrive à 1944, fameuse période où il faut avoir plus de 21 ans, mais surtout, l'événement, c'est que les femmes sont autorisées à voter. Seuls les sans domicile fixe ne le pourront pas, et toujours les militaires. Il faut attendre 1945, et peut-être comme une reconnaissance d'avoir participé au sauvetage de la patrie, que les militaires sortiront de ce que l'on appelait jusque-là la grande muette, parce qu'ils avaient jusque-là le droit de réserve. Enfin, en 1974, la possibilité de voter sera donnée la majorité sera donnée à tous les hommes et les femmes de plus de 18 ans sous Valéry Giscard d'Estaing. En fait, dernière étape qui me paraît importante aussi, car démocratie et laïcité vont de pair. En 1905, deux concepts inséparables et qui aussi serviront à la conception européenne. Les religions ne doivent jouir d'aucune reconnaissance, d'où la fameuse date de séparation de l'Église et de l'État. Voilà, je pourrais m'en tenir là, mais je voudrais ajouter 3 idées qui me paraissent intéressantes. 3 idées qui nourrissent un peu le débat et permettent de voir la démocratie sous un autre angle. La pandémie a mis la lumière sur le vil virus et sur la démocratie, et je voudrais vous faire part de quelques réflexions, parce que, si vous voulez, la situation est pertinente. La première, c'est une réaction d'un économiste indien qui s'appelle Amartya Sen, et qui dit ceci: en gros, l'Occident se vante et s'enorgueillit d'être à l'origine de la démocratie athénienne et aussi du débat public par là même. Et il dit je ne suis pas du tout d'accord, et il donne comme argument, recevable s'il en est, que les Grecs à cette époque-là étaient fascinés par l'Orient. Ils étaient fascinés et ils avaient des conversations, ils avaient des échanges beaucoup plus nombreux avec l'Asie, avec les Perses, avec les Indiens, beaucoup plus qu'avec les Goths ou avec les Visigoths. N'oublions pas, par exemple, qu'Alexandre le Grand, qui a été élève d'Aristote, a passé 1 an en Inde et a eu l'occasion de s'entretenir avec toutes les couches de la société et d'en tirer une certaine philosophie qu'il rapatriera évidemment dans son pays et au-delà. Et les Grecs ont eu plus d'influence de l'Asie, dit-il, c'est-à-dire que la démocratie est pour lui beaucoup plus orientale d'inspiration qu'occidentale. Ça, c'est le premier point qui me paraît intéressant. Le deuxième point, il émane d'un juriste, Dominique Rousseau, qui est le président des doyens des facultés de droit en France, et que l'on consulte régulièrement pour les grands problèmes nationaux. Alors, son discours est le suivant. Pour lui, une bonne démocratie suppose en amont une bonne constitution.
Il faut que la Constitution soit bonne pour que la démocratie le soit ensuite. C'est un préalable. Et cette Constitution, évidemment, est supportée par les institutions et la démocratie. Et, dit-il, le fait de rapprocher toujours ces deux termes est quelque chose de pertinent, certes, mais de contradictoire, car ils sont antinomiques dans leur essence. L'institution a besoin de cadre, l'institution a besoin d'ordre, l'institution a besoin de contraintes, d'immobilisme, pendant que la démocratie a besoin de déborder, de liberté, de désordre, de mouvement, de questionnement, voire même de contradiction. Et en fait, dit-il, pour être la démocratie, eh bien, elle ne peut être qu'anti-institutionnellement. Institution, c'est ce qui permet la démocratie, mais c'est aussi ce qui l'étouffe. En fait, pour finir, troisième idée qui me paraît intéressante, c'est la démocratie subit une espèce de tension de temporalité. C'est-à-dire il y a les rendez-vous électoraux et puis il y a le long terme, avec quelquefois des dérives et la démagogie court-termiste. Pourquoi il y a cette espèce de bousculade entre les rendez-vous électoraux et le long terme? C'est parce que les rendez-vous électoraux supposent un principe de proximité. Et ce principe de proximité met en avant la séduction, car elle est personnalisée. Et aussi un certain rôle que doivent jouer les médias, et qui ne jouent pas tout le temps, ou alors pas de façon tellement objective. Et d'un autre côté, en même temps, il y a ce principe de capacité que mettaient en avant les Lumières. Donc, si vous voulez, il y a cette espèce de bousculade entre ces deux notions. Voilà, je pourrais continuer si vous voulez, mais le temps presse. Je voudrais finir par vous dire que la démocratie est en crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Personne ne possède la vérité de la démocratie, car la démocratie est inachevée, disait Rosan Vallon. Je voudrais finir par deux réflexions. Être démocrate, disait Derrida, ce serait agir en reconnaissant que nous vivons jamais dans une société assez démocratique. L'importance du mot assez. Le travail critique est indispensable à la respiration démocratique. Alors, je vous invite à faire part de vos réflexions et de vos remarques. N'oubliez pas que le XXIe siècle, comme la démocratie d'ailleurs, il ne faut pas l'attendre. Mais c'est le XXIe siècle et la démocratie qui attend tout de nous. Merci, à bientôt.